Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre tribune de ce jour. La constitution congolaise est-elle une constitution réellement des Congolais ou bien c'est une constitution des étrangers? Nous avions la fois passée abordé ce débat en nous focalisant sur son article 217 qui, dans l'interprétation de certains, aurait consacré la possibilité pour la République de céder une partie de son territoire. J'avais bien recadré les choses et je vous avais dit que la possibilité pour l'État congolais de céder une partie de son territoire se trouvait plutôt à l'article 214, alinéa 2, qu'à l'article 217. Donc le problème qui était posé était réel parce que personne ne peut nier que la Constitution actuelle permet à l'État de céder une partie de son territoire. Mais seulement la disposition invoquée n'était pas celle concernée. C'est pourquoi je vous avais dit que vous puissiez vous référer à la vraie disposition qui permet noir sur blanc à l'État de céder une partie de son territoire. Et en partant, j'avais laissé chacun seul devant ses responsabilités, n'est-ce pas, pour pouvoir apprécier les choses. Faudra-t-il que cette disposition, qui, je l'avoue, se trouve dans notre Constitution, pas seulement en 2006, mais elle était déjà dans les constitutions antérieures. Donc la question, que nous puissions donc voir est-ce que cette disposition est avantageuse pour nous, dans quelle mesure, et surtout dans le est-ce qu'elle est adaptée au contexte actuel. Et le contexte actuel, déjà, on sent par l'acharnement, je ne veux pas dire, bon, est-ce que c'est l'acharnement, mais au moins c'est un acharnement, n'est-ce pas, sur l'article 217. Ce qui trahit une certaine méfiance, un certain climat de suspicion, parce que beaucoup de nos concitoyens ont estimé que le fait qu'on ait inséré cette disposition dans notre Constitution traduisait une certaine volonté, n'est-ce pas, de céder le territoire national. Ce serait une trahison. Donc, est-ce que le contexte se prête pour que nous puissions avoir encore de telles dispositions dans la Constitution? Ça, c'est à chacun de nous de pouvoir tirer ses propres conclusions, mais en étant ainsi bien éclairé. Aujourd'hui, je vais, comme je vous l'avais promis, aborder la question d'une autre disposition de la Constitution, l'article 9 de notre Constitution. Il est ainsi libellé. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Pourquoi parle-t-on de cette disposition légale? Pourquoi soulève-t-elle tant d'émoi? Eh bien, c'est parce que dans les constitutions qui l'avaient précédée, il était inséré une disposition d'après laquelle le sol et les sous-sols, ainsi que leurs produits naturels constitués, étaient la propriété, pas seulement la propriété, mais c'était une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Alors, pour permettre à chacun de nous de se faire une idée exacte et précise et d'apprécier donc la circonstance que, du coup, ce droit de propriété ne se retrouve plus dans la Constitution, et je suis de ceux qui
avait également, j'avais joint ma voix à celle des autres pour dire que ce n'était pas une bonne disposition. N'est-ce pas, le fait plutôt que cette disposition, la propriété de l'État sur le sol, ne figure plus dans notre constitution, que ce n'était pas une bonne chose. Mais on nous a rétorqué et j'étais sur le plateau de Bossolo, comment pas de Bossolo, mais bien sûr de Congo Buzz, avec un éminent confrère sur cette question du changement de la constitution. J'avais dénoncé le fait que l'État ne soit plus propriétaire du sol et du sous-sol. Mais le confrère me dira, mais, et là c'était après le débat bien sûr, il me dira, mais déjà quand on parle de la souveraineté, mais c'est plus que la propriété. Alors qu'on n'ait pas inséré le droit de propriété, mais on doit donner à l'État un droit beaucoup plus fort que celui de la propriété. J'ai suivi il n'y a pas longtemps une autre intervention d'un grand professeur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, le professeur Mambouya Kanunga Tchabo, qui est revenu exactement sur le même argument, je crois que c'était sur Politicon. Il a dit, la souveraineté, c'est plus que la propriété. Alors qu'on ne parle plus de la propriété, ça ne pose aucun problème. Je vais y revenir et donc je vais répondre à ces arguments. Mais pour y répondre, je crois que ce serait mieux un peu d'avoir une petite leçon de l'histoire. Pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette disposition? Parce que ce n'est pas une disposition qui est née de tout temps. C'est une disposition qui a vu le jour un certain jour. J'avais donc entendu vous donner un peu ce que l'histoire, n'est-ce pas, nous apprend, nous enseigne sur cette disposition. Lorsque le Belge, le colonisateur, arrive chez nous, il trouve que nos parents, nos grands-parents avaient leurs terres qu'ils occupaient, qu'ils exploitaient. Et avant, n'est-ce pas, lui, il y avait des étrangers qui avaient déjà côtoyé la terre de la République démocratique du Congo et qui avaient déjà eu à faire des transactions avec nos chefs, les chefs traditionnels, n'est-ce pas, avaient conclu, n'est-ce pas, des marchés d'achat de certaines portions de terre. Alors quand le Belge arrive, il avait trouvé qu'il fallait mettre de l'ordre. Comment est-ce qu'il va procéder? Il va, eh bien, limiter d'abord le droit des indigènes, des chefs indigènes, de vendre leurs terres. Excusez-moi. Il va limiter. Il va en plus soumettre les contrats qui étaient déjà conclus pour leur validité à l'approbation du gouverneur général du Congo. C'est ainsi qu'on a parlé des titres reconnus, les certificats d'enregistrement des titres reconnus. Donc il fallait que ceux des étrangers ayant obtenu ces titres-là puissent faire reconnaître leurs titres par l'administration coloniale. Mais en même temps, puisque l'État avait besoin de la terre pour les besoins d'exploitation coloniale, il va entamer la limitation du droit des autochtones, des indigènes. Il va créer ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la vacance de terre.
Les terres dites vacantes étaient celles qui n'étaient pas occupées par les indigènes ou qui n'étaient pas exploitées par eux. Donc, il entame la limitation des droits des indigènes ou des espaces sur lesquels ils exerçaient leurs droits. Il reconnaît le droit et dit que c'était des droits d'occupation, mais il limite ceci, n'est-ce pas, seulement à l'espace occupé ou exploité. Il fallait qu'un texte, bien sûr, puisse, n'est-ce pas, intervenir plus tard pour fixer le régime, n'est-ce pas, de ces terres-là. Mais désormais, ceux-ci ne pouvaient plus céder à leur guise les terres. Il fallait d'abord qu'ils puissent autoriser. Donc les titres devaient être autorisés ou reconnus. Et les tout, on les appelait des titres reconnus. Donc, ceux intervenus avant son arrivée étaient soumis à la reconnaissance, mais ceux qui devaient avoir lieu à partir de ce temps-là devaient être soumis à l'autorisation. Donc, vous comprenez que nous avons là trois sortes de terres déjà. Nous avons les terres dites coutumières ou indigènes qui étaient occupées par nos grands-parents. Nous avons des terres soumises au titre donc reconnus. Nous avions également des terres soumises, n'est-ce pas, à la colonie, donc les terres dites domaniales. C'était devenu le domaine de l'État. Les terres domaniales. Mais après, puisqu'il y avait toujours une... parce que, bon, voyez-vous, les terres indigènes étaient occupées, exploitées en vertu de la coutume. Mais, comme il y avait brassage aussi des populations, n'est-ce pas, des agglomérations urbanisées étant apparues, l'État va créer aussi ce qu'on avait appelé des terres occupées. Les droits d'occupation qui étaient constatés par le livret des logeurs. Ces quatre-là, voilà. Lorsque nous accédons à la souveraineté internationale, nous avions les quatre. Vient ensuite, n'est-ce pas, le coup d'État du maréchal Mobutu, le 24 novembre 1965. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est intéressant. Je vais vous inviter à vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien, vous n'allez rien dépenser pour vous abonner. Il suffit tout simplement de voir en bas de la vidéo, vous allez voir, n'est-ce pas, des mentions s'abonner. Vous cliquez seulement et vous vous êtes abonné. Partagez aussi pour, n'est-ce pas, permettre à un plus grand nombre de nos concitoyens d'avoir accès à l'information, parce que l'information est très, très importante. Et aussi, aimez la vidéo, likez, comme nous le disons. Likez, ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une certaine visibilité. Donc, le coup d'État arrive en 1965. Là, ce coup d'État trouve l'environnement comme je l'ai décrit. Mais aussi, il y avait ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les compagnies à charte, des comités. On avait par exemple le comité national du Kivu, CNKI. Il y avait le comité spécial du Katanga, CSK, qui gérait des terres.
à qui l'État avait, n'est-ce pas, confié sous la colonisation la mission de gérer les terres. Et gérer les terres, ça impliquait qu'ils puissent vendre des terres, qu'ils puissent accorder des concessions sur des terres, qu'ils puissent faire louer les terres. Et là, c'était des compagnies privées, des expatriés. Donc, le maréchal Mobutu trouve l'économie dans ces conditions-là. Il trouve l'économie dans ces conditions. Et un grand défi se présente devant lui. L'économie entière était entre les mains des étrangers. Et c'est pour cela qu'il va se livrer à ce qu'on avait appelé les compagnies à charte. La première tentative, n'est-ce pas, pour l'État de récupérer la gestion, la pleine gestion du sol, ce fut la loi dite Bakajika. C'est l'ordonnance loi numéro 66-343 du 7 juin 1966. Cette ordonnance permettait à l'État, et je crois en passant, c'est cette ordonnance, loi Bakajika, qu'on confond avec la loi de 1973. Loi Wana en 1973, et il y a Kinde après loi Bakajika. Loi Bakajika est la loi en 1966. Et là, nous sommes seulement une année après le coup d'État, après que le maréchal Mobutu soit venu au pouvoir. Il a annoncé ses couleurs donc. Et vous savez que ce mouvement a abouti en 1973 à ce que nous avons appelé la zaïrianisation, la nationalisation, n'est-ce pas, des entreprises étrangères, parce que, figurez-vous, c'était ces entreprises qui avaient toute l'économie entre leurs mains et qui étaient en train de saper les efforts du jeune État, n'est-ce pas, à décoller. C'était des mesures qui étaient destinées à obtenir l'indépendance économique de la République du Zaïre à l'époque. Mais seulement, vous savez, c'était des mesures qui avaient été sauvagement exécutées. On avait pris des biens des gens sans aucune contrepartie. On les avait confiés à des nationaux qui avaient pris et qui, finalement, les avaient dilapidés. Donc, par la loi Bakajika, tout ce que ces compagnies à charte, tout ce que l'État ou la colonie avait, n'est-ce pas, cédé ou concédé, toutes les concessions qu'il avait accordées, toutes les terres qu'il avait cédées, l'État reprenait ses droits sur ces terres-là. Et il avait mis sur pied une commission, la commission qui était chargée de la régularisation des droits de ceux qui en avaient. Chacun devait passer devant la commission avec son titre pour examen, qu'on examine, qu'on puisse voir si c'était réellement des titres réguliers. Malheureusement, il n'y avait pas assez suffisamment, vous comprenez, l'important volume, n'est-ce pas, du mouvement qui devait, n'est-ce pas, entourer cette opération. Cette opération n'avait pas réussi. C'est ainsi que lorsque nous arrivons en 1973, le 20 janvier 1973, d'abord nous sommes en 71, excusez-moi,
en 71, déjà la Constitution incluait en son sein la disposition selon laquelle le sol était la propriété exclusive de l'État. Et lorsque nous arrivons à 1973, survint la loi dite foncière, la loi, n'est-ce pas, du 20 juillet 1973. L'article 53 de cette loi dit que la terre est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Vous comprenez, n'est-ce pas, quand on parle d'une propriété exclusive, cela signifiait que l'État ne pouvait pas avoir la propriété sur le sol concurremment avec une autre personne. Les particuliers qui avaient la propriété, n'est-ce pas, parce que je vous ai dit que sous la colonisation, il y avait des particuliers qui avaient, n'est-ce pas, la propriété du sol. Mais désormais, en 1973, aucun particulier ne peut avoir la propriété du sol. Ce droit n'est reconnu qu'à l'État. Et ce droit est inaliénable. C'est-à-dire que l'État ne peut pas s'en départir. Il ne peut le céder à personne. Il ne peut pas l'aliéner. Et de trois, ce droit est imprescriptible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, seulement par le fait que vous avez occupé pendant un certain laps de temps, pendant un certain délai, le sol, prescrire la propriété du sol. Donc vous attribuez la propriété du sol. Le sol appartient uniquement à l'État, de manière imprescriptible, c'est-à-dire pour toujours, indéfiniment. L'État ne peut pas perdre ce droit par le non-usage. Voilà, n'est-ce pas, c'est que la Constitution disait. Maintenant qu'on vient, on enlève cette disposition en nous bernant, en disant, mais on a reconnu à l'État la souveraineté permanente sur le sol, sur le sous-sol. On lui a reconnu au moins la souveraineté permanente, et la souveraineté permanente est plus que la propriété. Mais c'est de perdre de vue toute cette histoire. Toute cette histoire-là. C'est de perdre de vue que nous avons des étrangers qui envient nos terres. Des Européens, des gens de tous bords qui sont là, qui veulent, n'est-ce pas, avoir des pans entiers de notre territoire. Et parfois, vous trouvez, lorsque vous voyagez, vous allez trouver ferme-t-elle, ferme-t-elle, ferme-t-elle. Et ces terres sont immobilisées comme ça, des années et des années, ne sont pas exploitées. C'est comme si j'ai appris que même nos forêts ne nous appartiennent plus. Nos forêts ont été vendues, cédées à des étrangers. Et l'État n'a plus toutes ces forêts-là, il semble. Quelles sont donc les implications aujourd'hui lorsqu'on nous dit, on nous a, en quelque sorte, c'est ce qu'on veut nous dire, n'est-ce pas, nous faire croire qu'on nous a donné un droit beaucoup plus important que le simple droit de la propriété. Donc ça dit que en nous donnant la souveraineté, même si on enlève la propriété, ce n'est pas un problème. Mais la question, est-ce qu'on veut nous faire croire qu'avant nous n'avions pas la souveraineté,
Maintenant, on nous a donné la souveraineté et c'est pourquoi nous pouvons donc abandonner la propriété de l'État sur le sol. Parce que en réalité, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Je pense que non. La souveraineté, nous l'avions toujours. L'autorité souveraine de l'État sur les territoires, qu'ils soient aériens, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient maritimes, ces droits existent toujours. Lorsque le maréchal Mobutu instituait la disposition selon laquelle l'État devenait propriétaire du sol, nous n'avions pas moins la souveraineté. Nous avions la souveraineté, mais il avait trouvé qu'il fallait que l'État puisse avoir la propriété du sol. Donc, on ne nous dise pas aujourd'hui que puisqu'on nous a reconnu la souveraineté, la propriété ne veut plus rien dire. Mais avec la souveraineté, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant de la propriété privée du sol? Les particuliers peuvent ou non avoir la propriété privée du sol. Il y a eu un projet de loi, n'est-ce pas, qui était introduit même au Parlement. Je ne sais pas si il ne faisait pas revenir la notion de la propriété privée du sol. Voilà un peu, n'est-ce pas, quelles sont les implications, n'est-ce pas, de la suppression du droit de l'État sur le sol. L'État peut exercer la souveraineté, mais sur un bien qui ne lui appartient pas. C'est ça la réalité. L'État exerce la souveraineté, pas seulement sur le territoire. Et vous verrez que cette disposition-là, l'article 9, dit l'État exerce la souveraineté permanente, notamment. Donc, parce qu'il exerce ça, même sur les personnes. Sur ma personne ici, l'État exerce la souveraineté. Il peut me soumettre à sa loi. N'est-ce pas? Mais j'ai des droits personnels qui sont reconnus. Si vous lisez donc la loi dite foncière, vous lisez, n'est-ce pas, l'exposé des motifs de celle-ci, vous allez voir que celle-ci était élaborée autour d'une option majeure, fondamentale, la propriété privée de l'État sur le sol, avec comme corollaire que les particuliers ne pouvaient obtenir que des droits particuliers appelés, n'est-ce pas, appelés concessions. Aujourd'hui, lorsque vous dites que l'État n'a plus la propriété du sol, mais il n'exerce que la souveraineté, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que tout le monde peut, n'est-ce pas, devenir propriétaire du sol. Et le droit de propriété, vous savez ce qu'il signifie. Je ne serai pas très long. J'avais donc entendu que chacun de nous puisse, n'est-ce pas, avoir une idée claire des implications et voir maintenant quelles sont les intentions. C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que on va enlever la propriété de l'État sur le sol? Qu'est-ce qui se cache derrière cette option aujourd'hui? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est la constitution des